Ouais, je sais, c'est pas terrible comme fond, il y a qu'un seul poster, mais au fur du temps, il y en aura plus, de plus en plus, donc je suis désolé si c'est pas terrible pour ça, mais on fera avec. Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la vidéo des tops et des flops de mon année 2017. Alors elle sortira à mon avis en retard, ça c'est certain, vu que je tourne actuellement en début janvier et que j'ai pas eu le temps de le faire avant. Et j'ai quand même galéré à faire un petit top, mais ce sera pas vraiment des tops classés, ce sera vraiment juste des listes des meilleurs films que j'ai aimés et des films que j'ai détestés. Dans ce cas précis, nous allons commencer bien sûr par les meilleurs films, ceux que j'ai préférés cette année, en parlant en premier temps donc des films intermédiaires, donc ceux que j'ai classés ni dans les mauvais ni dans les bons, mais qui en fait ont un peu des deux. Donc on va vraiment essayer de partager tout ça. Donc en tout, je vais vous parler d'une petite trentaine de films que j'ai vus cette année. J'ai pas encore pu tout voir, mais au fur des années, peut-être que je pourrais en voir de plus en plus. Mais avant tout ça, je tenais à vous remercier, à vous tout en particulier, tout simplement parce qu'il y a précisément un an sortait la vidéo présentation de Creepy Movie. Je ne sais pas si on peut vraiment encore appeler ça Creepy Movie. La vidéo présentation, comme quoi j'allais démarrer dans le monde du cinéma, et franchement, je ne suis pas déçu. Je n'ai jamais autant évolué dans le domaine de YouTube que depuis cette dernière année. En fait, pour tout vous dire, ma chaîne existe depuis maintenant 2013, et toutes ces années-là, jusqu'en 2015, 2016, j'ai rien fait de particulier. Je faisais peut-être des vidéos gaming, tout ça, mais ça servait pas à grand chose pour moi. Et là, cette année, il y a eu énormément de choses qui ont fait ce que je fais maintenant. Je tiens à remercier ceux qui m'auront aidé dans mes projets, ceux qui m'auront aidé à évoluer, qui m'auront donné des idées pour ce que je fais et pour ce que je ferai encore à l'avenir parce que j'ai pas fini de m'améliorer. Je tiens d'ailleurs à remercier également toutes mes nouvelles rencontres que j'ai pu faire par le biais de YouTube, à savoir la table ronde. Donc je remercie Adam, je remercie Nico, je remercie Léopold également. Et désolé si j'ai oublié tous les autres. Sans parler des conseils cinématographiques que m'ont donné Durandal et Reggie. D'ailleurs, Durandal, je te remercie d'avoir partagé ma vidéo sur Death Note. Ça m'a aidé et surtout, ça a fait décoller ma chaîne comme pas possible. Enfin, ça a fait quand même décoller ma chaîne par rapport à comment j'étais au départ. Et ça, on en reparlera un peu plus tard de comment j'ai décollé. Donc effectivement, la chaîne a évolué tout aussi bien au niveau du montage qu'au niveau de mon esprit critique, de ma façon de critiquer les films. Bien sûr, je suis encore un novice, j'ai pas encore la science infuse et je crois que je l'aurai jamais. Mais je prends le temps de développer tout ça et écoutez, c'est avec plaisir que je continue à partager tout ce que je connais avec vous. Et quand on regarde tout ce qui s'est passé depuis début 2017, c'est quand même dingue la vitesse à laquelle ça avance entre tous les films qui sortent, entre le nouveau matos, entre tout ça. C'est incroyable, c'est juste incroyable. Donc je tenais encore une fois à vous dire merci. D'ailleurs également un petit merci à Vaosan avec qui j'ai eu l'occasion de parler, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description, avec qui j'ai eu l'occasion également de parler d'études cinématographiques et de plein d'autres choses. Donc merci à toi et si jamais ça t'intéresse de refaire un projet futur avec moi, il n'y a aucun souci. Sur ce, ne tardons pas et parlons tout de suite des films intermédiaires. À commencer par Split. Alors la cinématographie de Shyamalan et ses méthodes de réalisation est vraiment quelque chose que je viens de découvrir que j'ai découvert en moitié d'année. En fait, j'avais vu l'un de ses films comme After Earth et d'autres qui étaient de lui, mais je faisais jamais gaffe à ce qu'il faisait. Et je me suis également intéressé à sa façon d'illustrer ses propos et ses idées dans sa réalisation. Et c'est vrai que Split a sa manière, à lui seul, de démontrer un petit peu la folie en elle-même et la variété la variété d'identités existantes dans le monde et également entre guillemets, une remise en cause de la physique, entre guillemets, en soi, comme quoi quelqu'un qui aurait plusieurs personnalités, ça pourrait être considéré comme plusieurs personnes différentes. Mais voilà, à côté de ça, c'est comme un film de thriller, voire même un film de super-héros. On peut le classer dans les films de super-héros, car bien sûr, comme tout le monde le sait, c'est dans l'univers d'Incassable, maintenant, leur propre univers étendu. Qui était intéressant. Encore une fois, c'est intéressant à voir parce que là, ils sont en train de tourner un nouveau film, je ne sais plus comment il va s'appeler, donc qui rejoindra les deux films. Mais j'attends de voir, franchement, du potentiel. Le film Split était correct, vraiment un bon film, tu vois, c'était vraiment intéressant, surtout avec la petite surprise de fin, mais à voir pour la suite. Le Roi Arthur. Alors, Le Roi Arthur, beaucoup l'ont classé comme un chef-d'œuvre. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un chef-d'œuvre, s'il vous plaît. C'est un bon film qui fonctionne bien, parce qu'un film sur le roi Arthur, il n'y en a pas eu des masses, surtout ces dernières années. Mais franchement, le film en soi est bien cadré, bien tourné, bien. L'histoire, en fait, en soi, tient la route, est cohérente, mais ne m'a pas marqué plus que ça. C'est vraiment un film que je retiendrai, parce que c'est l'un des films que je suis allé voir. Donc, pour ceux qui me demandaient, le roi Arthur, non, ça n'a pas quelque chose d'incroyable pour moi.
hein, pas plus que la muraille de Chine, mais c'était quand même un bon divertissement. Voilà. Kong Skull Island de Vogue Roberto. Alors ça, c'était un film que j'attendais pas mal, tout simplement parce que j'adore le genre de film un peu comme Savage qui va sortir avec The Rock. Je sais pas si vous êtes au courant, un peu avec le style de créatures gigantesques qu'on avait eu l'occasion d'avoir avec Godzilla et je sais plus quoi encore à côté, qui d'ailleurs forcément est du coup dans le Monsterverse, donc dans le même univers que Kong, qui encore une fois, pareil, a eu une bonne manière de le démontrer dans la scène post-générique. Après, si on devait parler du film en général, en fait, les scènes d'action sont super bien tournées. Je repense d'ailleurs à la scène de départ où ils sont dans l'hélicoptère et vous avez Kong qui lance je sais pas quoi sur l'hélico, un truc gigantesque. C'est magnifique. C'est juste qu'il y a parfois certaines séquences un peu tirées par les cheveux que je trouve comme à un moment donné vous avez l'armée en fait qui tire une mitrailleuse sur je sais plus là le sorte de gros lézard. Et le gros lézard, si vous voulez, il traîne à arriver. Alors je sais qu'il y a Kong derrière qui le rattrape et tout, mais des fois je trouve ça un peu irréaliste. Je sais que des monstres de cette taille-là, c'est un peu irréaliste de base. Mais enfin, il y a des fois quelques scènes comme ça qui m'ont fait tiquer. Mais en soi, la réalisation reste correcte, elle reste noble, elle reste... voilà, donc ça va. Si je devais le comparer à Godzilla, non, j'ai quand même préféré Godzilla parce que Godzilla, c'est vraiment cet effet de découverte au sein d'une ville même, du point de vue d'un soldat qui a sa propre famille, qui a ses propres enjeux. Là, si vous voulez, c'est vraiment un groupe en globalité. On connaît plus ou moins leurs origines et tout ça, mais à peine. Mais c'est vraiment quelque chose de concentré. Et c'est vrai qu'au niveau des enjeux, le fait que ça se passe sur une île, voilà, j'ai pas... même s'il y a des conséquences derrière tout ce qui se passe. Mais quand même, je sens qu'il y a quelque chose qui manque. Donc Kong, bon film, mais il aurait pu être encore mieux. Un film de Disney Pixar, Coco, que je suis allé voir avec ma famille, tout simplement. Un film qui est divertissant, encore une fois, et qui est très original au niveau de l'histoire, au niveau du contexte, au niveau également tout simplement de l'histoire en elle-même, c'est vrai, même si, encore une fois, les codes sont repris de divers films. Mais pour un Pixar, c'était vraiment bien, il y avait de l'émotion, il y avait du... Alors, certains ont chialé, je les connais. Non, j'ai pas chialé devant Coco, mais j'ai bien aimé l'émotion, c'est un bon plaisir. Voilà, un bon plaisir pour aller se faire une petite détente le samedi après-midi. Seul de David Moreau, film français, l'un des seuls films français que j'ai adoré cette année, donc entre lui et Red Dingue. Les autres, je les ai même pas mis dans les listes parce que ça servait à rien. Seul est original. Encore une fois, ça se démarque du cinéma français. Je dirais pas que ça se démarque d'un cinéma américain, mais d'un cinéma français. Parce qu'en fait, le film en soi, si on devait le comparer à la BD, j'ai lu que les 2 premiers tomes, je préfère le dire, j'ai pas lu les autres. Mais bon, ça permet déjà de comparer avec avec l'histoire du départ, quoi. Ça reprend bien les fondations même, mais on sent encore une fois que le film est très, on va dire, très accéléré. Le rythme est très accéléré et il faut vraiment aller à l'essentiel tout de suite. Les effets spéciaux, il n'y a rien à dire, c'est très beau. Il y a peut-être la fin, même si je l'ai très bien compris, la fin, vous inquiétez pas, qui est un peu what the fuck à mon humble avis, j'ai un peu du mal. En fait, comment ils l'ont présenté, j'ai un peu what the fuck, parce qu'à la fois c'est bien et c'est pas bien, enfin c'est compliqué, puis je sais même pas s'il y aurait une suite, mais Dupontel, si tu m'entends, fais une suite, ça peut toujours valoir le coup. Franchement, j'ai eu une bonne surprise. Thor Ragnarok, réalisé par Taika Waititi, n'est pas dans mes tops meilleurs de l'année. Et là, tout le monde va me faire « Ah, quoi Thor 3, t'as pas mis dans ton top ?» J'ai pas mis dans mon top, vous inquiétez pas, je rigole, mais je l'ai pas mis dans mon top, parce qu'en fait, ça reste un Marvel. C'est un film qui se regarde, qui s'est démarqué au niveau de l'humour, que j'ai adoré avec une agréable surprise. Mais j'ai pas voulu le mettre malheureusement dans mon top, tout simplement parce que c'est un Marvel comme un autre. Et là on va me dire, ouais mais si tu pars de ce principe-là, tu vas mettre aucun Marvel dans ton top. Et fatalement, oui ça joue, parce que comme je vous l'ai dit, ce que je mets principalement dans mes tops, c'est vraiment les films qui ont une touche cinématographique intéressante. Alors bien sûr, un top c'est purement subjectif, même si c'est pas vraiment un top. Mais c'est juste, principalement je mets ce que j'aime, et ce que j'ai jugé le plus intelligent de façon au niveau de la réalisation, ce qui a été fait le plus intelligemment réalisé et produit en fait. Donc c'est sûr, on ne peut pas comparer Thor 3 à Split ou Thor 3 à Dunkerque. Enfin voilà, on peut pas vraiment comparer tout ça. C'est pas la même chose. Donc Thor 3 est l'un des meilleurs Marvel, je reste sur cette idée-là, mais c'est pas le meilleur film de l'année pour moi. C'est pas l'un des meilleurs films. C'est un bon film, c'est l'un des meilleurs Marvel, mais pas l'un des meilleurs films de l'année. Voilà. Dunkerque de Christopher Nolan. Alors, pourquoi je ne l'ai pas mis dans le flop et pourquoi je ne l'ai pas mis dans le top?
Eh ben, tout simplement parce que le film reste correct. En soi, on a toujours dit, je l'ai toujours dit, Nolan a toujours eu son propre style de réalisation. Et ce que j'ai envie de défendre du côté de Dunkerque, comme je l'ai déjà pu dire dans la critique que j'avais fait juste avant, ça passe. C'est un film de guerre qui fonctionne en tant que tel. Ce que je veux dire, c'est qu'on gère l'arrivée des bateaux, l'arrivée des Britanniques en France. On va me dire qu'il y a beaucoup plus de bateaux le jour de l'opération Dynamo. On s'en fout. Si le film arrive à te faire comprendre l'émotion que les gens ont, c'est l'important. Et c'est là que j'en viens au personnage. Ouais, là je peux comprendre. Je peux comprendre que les gens disent j'aime pas du fait que les personnages n'ont pas de prénom, du fait qu'on ne se personnalise pas, on se personnifie pas vraiment aux personnages parce qu'on ne connaît pas vraiment leurs origines, etc., leurs origines précises. Du coup, on ne peut pas vraiment s'attacher à eux si jamais ils décèdent. Ok, mais le but de Nolan, ça n'a jamais vraiment été d'être touché par le personnage, mais de te mettre à la place du personnage et de t'imaginer toi dans cette scène. C'est un style de film de guerre, encore une fois, c'est encore une fois possible. Il a toujours eu son propre style, il l'a montré avec Inception, il l'a montré avec Interstellar, il l'a montré avec plein d'autres films. Et ça fonctionne. Alors bon film pour Dunkerque, pas un chef-d'œuvre, mais un bon film. Death Note. Alors Death Note, ouais, alors parlons manga. Death Note, je m'en suis rendu compte cette année lorsque j'ai abordé les mangas. Quoi que je dise, je me ferai toujours des ennemis. Quoi que ce soit mes arguments, que ce soit ma façon à moi de m'exprimer sur le film, que ce soit mes avis, mes machins, il y aura toujours des gens pour critiquer ce que je pense d'une réadaptation ou d'un manga tout court. Surtout les adaptations. Mais Death Note, entre nous, ça mérite pas ce qu'il a pris. Alors ok, je suis d'accord, Death Note en soi, c'est un film très à la américaine. Je l'ai toujours dit, c'est un film qui est basique. Donc en soi, pour un manga, alors qu'un manga, généralement, justement, c'est fait pour être original. D'où le principe d'un manga et donc d'une réadaptation d'un manga. Mais c'est toujours l'idée qu'ils font toujours, c'est d'adapter un manga à un film lambda. Et quand tu colles les deux, souvent les fans, ou ceux qui aiment le manga en tant que tel, ils accrochent pas. Et ça a été pareil pour Dragon Ball Evolution. Sauf qu'excusez-moi, Dragon Ball Evolution, derrière ça, le film en lui-même n'était même pas cohérent. Il se mordait la queue tout seul. Là, non. Death Note reste en tant que tel un film cohérent et qui ne détruit pas la franchise Death Note. J'en connais, ils étaient dégoûtés. Je peux entendre, il n'y a pas de souci. Mais Death Note n'est pas un échec, vous inquiétez pas. Enfin, je pense pas, je trouve pas que c'est raté entre le Ryuk qui est assez fidèle. Alors ok, il y a quelques incohérences du fait que voilà, si tu écris un mot dans le carnet, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Ça m'a fait tilter, mais c'est parce que j'ai vu le manga. Donc après, ce que je me suis dit, ça peut modifier certaines choses. Mais c'est vrai que ça se contredit avec certains détails de l'intrigue. Mais même. Par contre, un truc dont j'étais à fond, je me suis un peu chauffé lorsque j'ai fait la critique dessus. J'avais dit que c'était une inspiration. Sachant que bien sûr, évidemment, ce n'est pas une inspiration vu que le film en lui-même reprend le titre du manga. Donc c'est une réadaptation, forcément. Donc ouais, de ce côté-là, je me suis gouré. Mais ça n'empêche pas tout ce que je dis après. Le film reste à voir. Ça reste divertissant et ça reste un vrai plaisir, d'accord? Après, sinon, comme je le disais, il y a le live action, si ça vous intéresse. Donc voilà. Les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Eh ben, oui. Ça marche, ok, c'est les Gardiens de la Galaxie, il n'y a aucun souci. Alors j'étais allé le voir avec un pote, et sur le coup, on avait bien aimé tous les deux, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand tu le revois quelques mois après et que tu as un certain recul, je me suis totalement rendu compte qu'au niveau de l'humour, c'était abusé. C'est pas comme Thor, c'est pas comme les Gardiens de la Galaxie 1. Là, James Gunn a vraiment poussé le bouchon un peu trop loin, je trouve, au niveau de l'humour, mais surtout au niveau du méchant. Ego, le père de Star-Lord, qui, techniquement, je trouve, est 3 fois plus puissant que Thanos. Je suis désolé, même si tu le bats à un coup de Pac-Man, ça semble con, même si le coup du Pac-Man, c'est rigolo. Enfin, quand même. Ça veut dire que Thanos, mais ça dénaturalise totalement, ça détruit l'idée de Thanos derrière. Moi, ça m'a gêné. Quelque part, je me suis dit, d'accord, ils ont défoncé Ego, ils vont défoncer Thanos tranquille. Mais après, c'est un Marvel. Ça reste un Marvel, donc c'est logique. C'est divertissant, ça reste toujours dans la patte des Marvel. Ça fonctionne, on est content de retrouver Baby Groot, qui d'ailleurs m'avait fait kiffer. Donc le film a plein de bons points, c'est pour ça que je ne le mets pas dans un flop, il ne mérite pas un flop. Mais rien que cet humour et ce problème de méchant et ce problème de méchant et d'enjeu,
ça casse un petit peu le principe. Donc du coup, je peux pas le mettre dans un top non plus. De toute façon, j'avais pas l'intention de le mettre. Donc voilà, un petit peu déçu en fait sur le long terme des Gardiens de la Galaxie, volume 2. Alors maintenant passons à Wonder Woman, qui était une excellente surprise, très bonne surprise pour le DCCU. Après Man of Steel et BVS, j'ai quand même apprécié Wonder Woman, surtout qu'il est sorti juste après Suicide Squad, que j'avais pas aimé, clairement. Et il marche, encore une fois, c'est là que vous avez encore de la symbolique qui se retrouve, même si c'est pas Snyder qui l'a réalisé. Ça fonctionne parce qu'on retrouve Diana qui va refaire il va vraiment dénoncer, encore une fois, elle va dénoncer un peu la société, une remise en cause de la société et une bonne représentation de la Première Guerre mondiale, parce que j'avais dit Seconde Guerre la dernière fois. Ça reste correct, c'est dans un contexte vraiment qui fonctionne. On a les bases, on a l'introduction vraiment des origines des Amazones, donc des dieux, etc. de l'Olympe, qui sont réutilisés bien sûr un peu plus tard dans Justice League, mais ça on en parlera après. Wonder Woman est un bon film en tant que tel. Il n'y a que le méchant avec sa moustache à la fin, ça me gêne. Comme quoi ils font des problèmes avec les moustaches dans les DCCU, j'arrive pas. Enfin voilà, à part ça, Wonder Woman reste un excellent film avec la bande son. La bande son, elle est très bien, je veux dire, il n'y a pas à critiquer là-dessus. Au contraire, la bande son, moi j'ai adoré, ça vous met en plein dedans, donc rien à dire là-dessus. Alors, j'ai failli l'oublier celui-là, et je l'avais gardé pour la fin. Transformers 5, The Last Night. Alors, forcément, je n'allais pas le mettre dans le top. Mais je n'allais pas le mettre non plus dans le flop. Transformers 5, je me répète, j'ai adoré. C'est un plaisir coupable. Je sais, c'est un plaisir coupable. Tout le monde l'a mis dans son flop, l'a jugé mauvais, l'a jugé mal réalisé, une grosse déception. Mais ça se défend. Je peux pas dire qu'ils ont tort. Ils ont pas tort. Il a plein de problèmes, le film. Mais ça reste divertissant. Et le truc, c'est... Ça rejoint encore une fois tout ce que je disais avant avec les films divertissants et tout. Ça remplit son résultat. Et même au niveau de l'histoire, je suis désolé, mais ça reste correct. Alors même si ça change de format, que ça passe d'un 16/9 à je sais plus quoi d'autre comme format, je l'ai même pas fait gaffe. Je l'ai même pas vu. C'est vous dire, je l'ai vu après en revisionnant une deuxième fois, bien sûr. Mais ça reste bien, ça reste correct. C'est pas le meilleur Transformers, c'est pas le meilleur film de l'année, mais encore une fois, je le défends. Je suis peut-être un vrai fan pur et dur de Transformers. Mais justement, si j'étais un fan, je crierais peut-être. Mais peut-être pas, peut-être qu'aussi parce que ça s'est bien inspiré avec Unicron et tout le reste. Et ça a bien amené les choses. Et le contexte autour d'Excalibur, j'ai aimé. On ne peut pas critiquer là-dessus. Donc non, je suis désolé, Transformers 5 reste un bon film pour moi. Malgré ses défauts. Alors désormais, passons au top, parce que je sais que c'est ce que vous attendez le plus, le top, les films que j'ai adorés cette année. Commençons avec un film que j'avais vu depuis très longtemps, Blade Runner 2049, réalisé par Denis Villeneuve. Villeneuve, il m'étonne à chaque film. Parce qu'à chaque fois qu'il fait un film, il y a toujours un truc pour t'étonner là-dedans, et je sais pas, il a sa propre touche. Je sais pas encore m'exprimer au niveau de la différence qu'ont les réalisateurs entre eux. Mais Villeneuve a vraiment son style à lui. Le film est vraiment en longueur. Blade Runner, c'est vraiment un univers noir, de SF noir, qui va sur le long terme. Mais si vous voulez, le résultat et la conclusion, elle s'amène petit à petit, mais il faut tenir. Plus de 2 heures de film, je crois. Je sais plus la durée. Mais on prend le temps et c'est vrai que c'est très long, il y a pas beaucoup de musique, c'est très calme, c'est un rythme qui peut faire chier plein de monde. Ça, j'en doute pas une seule seconde. Mais à côté de ça, il y a un contexte très noir, mais très intéressant là-dessus, autour des réplicants et autour de la société en général, autour de l'évolution, autour de la robotique, et autour d'eux également, est-ce que je suis libre de mes choix, libre de mes mouvements, libre de penser, etc. Enfin, je repense à la scène d'ailleurs au départ avec sa femme en hologramme, là par exemple, que j'ai aimé. Ça, c'était original d'ailleurs, j'ai bien aimé. Un répliquant avec un hologramme, enfin, c'est intéressant. Mais le film en soi reste cohérent. Si vous avez aimé le premier Blade Runner, vous ne pouvez aimer que 2049. Surtout que sa réalisation reste correcte, surtout avec les résultats maintenant de la SF, etc. On a plus que jamais l'occasion de montrer un univers incroyable, même si ça reste très centré. Et c'est ça qui est plaisant avec Villeneuve, c'est que l'univers est vraiment, si vous voulez, caché, centré. On fait pas « Waouh, regardez ces belles planètes, waouh, regardez ce... Waouh, ok, on sait qu'ils ont fait la conquête spatiale, on sait que... Mais on reste que là,
on reste que dans la trame de l'histoire. On ne vous dit pas, regardez, ça c'est magnifique. Non, c'est une enquête. Et à côté de ça, vous avez tout un univers magnifique. Mais on ne vous le fait pas forcément voir. On vous le fait penser. Et en plus, avec les effets spéciaux, ça vous le montre à certains moments. Donc voilà, Blade Runner 2049, beaucoup de symbolique. J'en parlerai peut-être plus en détail lors d'une critique, vu que j'ai pas eu l'occasion d'en parler. Mais très bonne surprise. Franchement, rien à redire. Enchaînons maintenant avec le fameux film de Matt Reeves, La planète des singes, Suprématie, qui est tout simplement l'opus qu'il fallait faire pour conclure une saga. Pour conclure une trilogie plutôt. Le film, malgré le fait qu'on s'en fout un petit peu de la musique, vu qu'il n'y en a presque pas, et qu'on s'en fout un petit peu des effets spéciaux autour des singes, comme j'avais dit, étaient super beaux, toujours aussi bien foutus. Derrière ça, il y a une conclusion qui se fait voir. Et la fin est originale, originale. Et même plutôt logique, en fait. Hein, quand je disais, on se suit du point de vue des singes et non pas des humains. Les humains sont vus comme une race un peu condamnée. Condamnée à être ratée, condamnée à être corrompue et à mourir. Les singes ne peuvent que évoluer maintenant, et de façon pacifiste. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce film-là, c'est que quand César perd sa famille, perd tout ce qu'il avait, putain, les boules quoi. Et il arrive encore à rester sage, à rester aussi bien penseur que combattant quand il le faut, et j'ai aimé. C'est vraiment toute l'évolution autour de César que j'ai adoré. Sans parler de la 3D qui, encore une fois, nous permet de s'immiscer dans l'histoire de façon incroyable, de façon correcte. J'aurais même pas cru que c'était de la 3D, Enfin si, c'est de la 3D, mais beaucoup plus poussée, hein, parce que je sais qu'il y a différentes 3D, mais là, franchement, c'était marquant. Coup de cœur. Baby Driver de Edgar Wright. Alors ça tenait à être fait en critique, mais j'ai pas eu le temps de le faire, vu que j'ai plein de rattrapages à faire de toute façon. Baby Driver, c'est vraiment ce qu'il faut de frais au cinéma. Vraiment quelque chose qui te permet de regarder un film d'une différente manière, surtout autour de la musique. Tu as constamment de la musique autour de Baby. Et à côté du contexte, qui reste, je trouve en soi banal, mais qui est quand même intéressant, voilà, le fait du mec qui est là, un peu style transporteur, qui emmène les gens, et qui les emmène sous un coup de musique, même qu'à un moment donné, le mec qui dit « Attends, je relance la musique, et puis là, vous pouvez y aller. » Le mec qui fait « T'es sérieux, là, on va braquer ?» Enfin, j'ai aimé, c'est pas au niveau de l'humour, mais surtout au niveau de l'idée. Hein, l'idée de partir avec de la musique, de partir, c'est frais. Hein, les scènes d'action sont correctes, le film se regarde largement, c'est tout public. Le film se regarde tranquillement. Ça m'a d'ailleurs fait penser à Kingsman, un peu cet esprit agent, cet esprit t'es doué, tu sais, rien n'est trop compliqué mais t'as des enjeux assez importants. Kingsman, c'est un peu ce délire-là en fait, le même délire. Et j'en parlerai plus tard, mais ça je l'ai pas du tout mis dans mes tops. Enfin bon. Alors, autre film que j'ai voulu mettre dans ce top parce que je n'avais jamais découvert ce style de film avant, La La Land de Damien Chazelle. Alors La La Land, c'est vraiment le type de film que j'ai découvert il y a de cela maintenant un petit moment. La petite comédie musicale qui fait plaisir, mais vraiment le fait, encore une fois, je suis fan. Cette année, j'aurais été fan des films tournés en musique, mais de plusieurs façons différentes. Les gens qui dansent, mais les chorégraphies, magnifiques. Alors je ne sais pas si ça a été tourné en lieu réel ou pas, je pense, oui quand même. Quoique dans la scène de l'autoroute, j'en sais rien. Mais on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est que les chorégraphies ont été super bien amenées. Au niveau de la musique, en soi, la musique, c'est une musique qui est bien choisie, je trouve. Je ne sais plus quel genre de musique c'est exactement. Moi, je dirais dans les commentaires sinon. Mais La La Land raconte une histoire banale, mais de façon originale. Et même si je vous dis ça, j'ai jamais vu d'autres films de comédie musicale et du coup je peux pas vraiment critiquer, je m'y connais pas vraiment dans le domaine de la comédie musicale, mais La La Land, c'est un film qui m'a marqué cette année parce que je n'avais jamais vu de film comme ça. Et c'est vrai que j'ai bien aimé, je l'ai même vu 2 fois, c'est vous dire. Tellement j'aimais bien, c'est pas limite si je pouvais l'écouter en fond, quoi, sans le regarder, tellement c'était super sympa. C'est limite comme un clip quoi. Mais voilà, La La Land, super bonne surprise. Alors on revient dans du plus sérieux, Brimstone. Alors Brimstone est un film de western, d'une western très noir du point de vue d'une femme, et donc il rejoint un petit peu la thématique sur l'émancipation des femmes en fait, enfin sur pas vraiment l'émancipation, mais vraiment l'inégalité entre les femmes et les hommes, surtout au temps du western. Et c'est une violence. C'est d'une violence, mais c'est tellement bien tourné en fait, et bien amené les scènes
de maltraitance, on peut dire ça comme ça. C'est surtout ce côté-là qui m'a marqué, c'est vraiment comment se représentaient les femmes du point de vue du western et comment c'était cruel à l'époque en fait. Mais c'est un film à voir. Franchement, c'est un film que je recommande à tous, même ouais à tous, parce que l'illustration en elle-même de comment ça pouvait être avant, comment l'homme pouvait être cruel avant, ça marque. Et des films de western comme ça, j'en ai pas vu beaucoup, hein, c'est vous dire. Donc c'est quand même intéressant. Parce qu'il y a cette émotion vraiment d'angoisse en fait tout le long du film, à se demander si ça va pas finir en cacahuète ou si ça va rester comme ça. Et puis bah ça reste toujours bof bof. Hein. Puis Brimstone, c'est vraiment un film qui doit être vu par tout le monde parce que ça remet en cause et ça réveille parfois certaines personnes à ce sujet-là, un sujet très important qui est encore d'actualité aujourd'hui, la maltraitance. Et même si c'est pas un film qui se repère que de ce côté-là, hein, on est d'accord, c'est surtout misé sur le western, c'est un film quand même qui a une idée derrière sa réalisation et ça a pas mal de messages. Sans parler des plans et la reproduction quasi identique du western, tel qu'on le connaissait sûrement. Du coup, c'était bien fait, quoi. Il n'y a rien à dire là-dessus. Au revoir là-haut de Dupontel. Alors là, je m'en veux parce que tout à l'heure, j'ai dit que les seuls films que j'avais aimés, les films français, c'était Red Dingue et Seul. C'est faux. Dans le lot, il y a également Au revoir là-haut. Ce film mettant en valeur vraiment tout le temps de la Première Guerre mondiale autour des gueules cassées. Mais même si c'est pas vraiment le contexte principal, c'est un contexte arrière, on va dire. C'est vraiment le contour de l'enjeu principal. Bah, on suit l'histoire d'une gueule cassée qui, à côté de ça, a tout un art dans le cinéma, donc tel que suivre son propre regard, suivre ses propres émotions. Et ça, j'ai aimé parce que ça montre un peu une dimension différente de l'acteur. Je suis sûr que même l'acteur a dû être à fond pour jouer ce personnage-là. Ça doit être intéressant. C'est pas pareil que quand vous avez votre propre face, quoi. C'est différent, vraiment, quand vous jouez avec les émotions comme ça, et surtout l'illustration et l'illustration même de comment était la société auparavant, avec son coup qu'il va préparer à l'aide de la petite fille, qui d'ailleurs la petite fille est une acteur qui joue super bien, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais parfait. Après 120 battements par minute, Au revoir là-haut est un film qu'il fallait qu'il fasse et qu'il fallait qu'on regarde également. Sans parler de la scène des tranchées, qui est magistrale, j'ai adoré la scène des tranchées. Parce que la société française de ce temps-là est vraiment refaite de façon inédite, en fait. Je ne connais pas énormément de films qui a réellement recréé cette touche artistique et cette touche vraiment presque limite philosophique d'un contexte pareil, et ça marche. Film récent que j'ai critiqué juste avant, Star Wars 8, Les Derniers Jedi. Je ne vais pas revenir énormément là-dessus, vu qu'effectivement j'ai fait une critique très détaillée là-dessus, mais encore une fois, après ce qu'avait fait Gigi auparavant, Ryan a extrêmement bien fait la suite. Je veux dire, il a magistralement bien réalisé une suite cohérente dans les idées. Hein. Donc, peut-être deux sujets auxquels je peux revenir depuis le temps, c'est la scène de Leia. La scène de Leia, les gars, c'est la fille de Vador. Leia, elle contrôle la Force. Indirectement, on le sait qu'elle contrôle la Force. Ça a été même dit dans les livres, de certaines versions, comme quoi ça aurait été une Jedi. C'est pas une Jedi, là, faut pas abuser. Mais elle contrôle la Force. Et puis même, la scène, c'est beau, putain. Je veux dire, même si on dit, ouais, c'est bizarre, elle fait Superman. Oui, d'accord, elle fait Superman. Et alors, elle est belle, la scène. Elle n'est pas mal faite. C'est toute la symbolique toute la symbolique autour de Leia, de Carrie Fisher. Et même si on va me dire c'était fait avant son décès, on s'en fout. Pensez un peu à ça. Dites-vous que concrètement, c'est beau. Il ne faut pas fermer votre cœur un peu comme ça à des idées artistiques. Parce qu'au moins là, il y a de la suite dans les idées. Hein. Je ne pense pas que Gigi aurait fait un truc pareil. En fait, Gigi est très technique. Ryan est très émotionnel. Parce que Gigi, je suis désolé, j'ai pas vraiment été touché émotionnellement par le réveil de la Force. Les Derniers Jedi est une très bonne suite. Excellente, je dirais très bonne suite. Et j'attends, j'ai été vraiment emballé. Et là maintenant, j'attends pour le 9e qui est un peu inquiétant, bien évidemment, mais j'attends de voir quand même ce que ça donnera. On ne peut pas juger, pas vraiment. Mother de Aronofsky est un film qui m'a pas du tout intéressé quand il est sorti. Surtout au niveau, bien sûr, de la publicité autour du film, j'ai pas du tout été marqué. Je me suis dit, ouais, c'est pas un film qui me marque. Et puis, il y a un pote qui m'a dit, va voir Mother, parce que ça marque et ça a tout un message derrière ce film. J'ai dit d'accord, pourquoi pas y aller. De toute façon, il faut bien que je m'ouvre à de nouveaux types de films. Et je regrette pas, la preuve, c'est dans mon top.
Mother suit en fait toute la thématique autour de la création, et je pense que j'ai pas été le seul à le dire, mais autour de la création. Et en fait, Aronofsky, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est que dans ses réalisations, ça rejoint vraiment tout ce qui est biblique et religieux. En fait, ça fait vraiment de grandes références autour de Dieu, autour d'Adam et Ève, autour de tout ça, hein, qui est symbolisé par Mother, qui est symbolisé par son mari. Il n'y a pas vraiment de nom, en fait. Il n'y a pas de prénom, de nom. Et en fait, c'est métaphorique. Le film en soi est métaphorique. Hein, tous ceux qui disent le film il n'est pas logique, hein, la meuf elle fait carrément exploser la maison à la fin, le mec il survit, c'est pas logique, comment autant de foule peut arriver d'un coup, comment... C'est métaphorique. Un film pareil, c'est en fait, vous pouvez pas le prendre comme il est sorti. C'est pas de la réalité même, si vous voulez. Quand je dis que c'est une métaphore, donc, c'est que c'est vraiment une représentation d'un message, la représentation d'une histoire. En particulier, là, c'est vraiment un peu le péché originel. Mother, c'est vraiment la représentation même de... À côté de ça, au départ, je pensais que c'était vraiment une dénonciation de la femme au foyer. Ça pouvait faire penser à ça. Et je pense que ça peut être lu de différentes façons. Et c'est ça que j'ai bien aimé avec Mother, c'est qu'il y a 10 000 sens de lecture. J'ai vraiment adoré ça. Émotionnellement parlant, c'est marquant, même si c'est peut-être un chouïa long au début. À la fin, on comprend tout en quelques secondes, on comprend pourquoi ça a commencé comme ça, vu que évidemment le plan de début c'est le plan de fin. La scène avec le bébé à la fin, je n'en parlerai pas, c'était marquant, traumatisant. J'ai adoré la scène, bien évidemment, elle était bien faite, mais ça m'a traumatisé, un truc de fou. Et ça m'arrive jamais d'être traumatisé dans un film en temps normal. Mais Mother, c'est un film pour ceux qui sont attirés par de nouvelles idées de réalisation et de... Je sais pas dire si c'est une nouvelle idée, mais ça a tout un style derrière lui. Et Aronofsky, un réalisateur que je ne connaissais pas à la base, m'attire. Et je crois que j'irai me renseigner sur sa filmographie un petit peu plus tard. Et bien évidemment, dernier de la liste, je ne pouvais pas le louper, on est bien d'accord, Logan. Si j'avais fait un vrai classement, Logan aurait été de loin le top 1 de tous les films que j'ai pu voir cette année. Il est l'exemple même de comment réaliser un film, en plus de la symbolique, un film qui sait se regarder, qui se re-regardera encore et qui a un message de A à Z, un contexte de A à Z, une originalité de A à Z. Une superbe conclusion pour le personnage de Hugh Jackman, Wolverine, la bonne introduction au personnage de X-23. Alors après, tout dépend maintenant avec le rachat de la Fox, comment ils vont gérer avec tout ça. Mais Logan, et j'y pense encore, la scène de fin, tout comme les scènes de début, les scènes de baston, les scènes où Logan se fait martyriser de fou dès le début avec la scène de la voiture, tout comme là au milieu avec son double, tout comme à la fin tout simplement, encore une fois avec lui. La scène est magnifique. Je sais pas comment critiquer Logan vraiment objectivement, même que depuis le début de ce top, je vais être honnête, niveau analyse, je suis un peu dans le rata. Je vous donne simplement mes ressentis en fait. Mais dans des films X-Men, si on devait le comparer à tous les films du MCU et tous les films des X-Men, c'est le meilleur film Marvel. Je suis désolé, c'est le meilleur. De loin le meilleur, symboliquement parlant, après je parle, hein, mais je dis pas. Mais, et même, je peux en revenir sur un sujet comme ça, si on devait le comparer aux autres, Apocalypse, First Class, ça avait de l'idée aussi hein, dans les propos, mais ça restait très simpliste, encore une fois, dans le contexte. Et puis là, c'était quelque part original, même si c'est tiré du comic Solman Logan, que j'ai acheté d'ailleurs. Et ben j'ai été emballé, comme je pense la majorité des personnes. Sans parler du personnage de Charles Xavier, qui est juste incroyable, mais franchement, on angoisse sur lui à en mourir. C'est fou comment on peut se dire que ce pauvre homme a une vie de merde. Après tout ce qu'il a fait, après avoir créé les X-Men, après tout ça, il a une vie de merde. Il meurt à côté d'un ami, certes, mais bon, dans des conditions assez difficiles. Et il meurt de façon horrible et directe. Et je ne sais pas si il a compris que c'était le Logan ou pas qu'il avait tué, ou enfin le vrai. Je sais plus, il faudrait que je le re-regarde, mais franchement, je dis chapeau à James Mangold. Voilà, à présent ce top est terminé. Je ferai une prochaine vidéo sur les flops qui durera à mon avis totalement moins longtemps. Et sur ce, écoutez, je vais aller faire ce que j'ai à faire maintenant niveau montage et niveau projet, bien évidemment. J'espère que ça vous aura plu pour un premier top, bien évidemment. Bien sûr, je pense que l'année prochaine aura plus d'importance et je ferai un petit peu plus tard, on a un peu plus le temps de ce côté-là, le programme de 2018. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à plus tard. Salut à tous!